Et vous la arrêtez! Merde, ils se sont enfuis! Ces sales racailles, regarde ce qu'ils ont fait à ce mur! Ben quoi, il a rien le mur? Justement, avant il y avait plein de tags nazis et sexistes, et ils ont tout enlevé! Oh, ces monstres! Mais quand est-ce que cessera cette folie? Bonsoir à toutes et à tous, troupeau de gélatine vertébrée, et malvenue pour cette deuxième partie de la vidéo sur l'immigration. Dans la première partie, nous avions défini ce qu'est l'immigration, nous avions fait un historique de l'immigration en France, nous avions vu les différentes catégories de personnes qui composent l'immigration et combien elles sont, et nous avions vu que l'immigration ne coûtait pas d'argent à la France. Mais comme je vous l'avais dit, il nous reste pas mal de sujets à aborder. Des sujets comme les... Et oui, ces sales racailles, ces hordes de malfaiteurs, et comme le diraient certains politiques français, c'est sauvage. Une horde de sauvages est descendue en ville, des quartiers périphériques. Il n'y a plus aucune limite à la violence et à cette ultra-violence qui est le fait d'un déchaînement de la part de gens qui se comportent comme de véritables sauvages, qui n'épargnent rien. On a pas mal entendu ce terme pendant les émeutes qui ont suivi le meurtre de Naël par un policier en juin 2023. Et c'est pas n'importe quoi comme terme, il faut bien l'admettre. On sait ce qu'est qu'un délit, car un délit est défini par un code, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un sauvageon, qui est un terme blessant. C'est un mot masque pour définir l'ennemi de la société, décrypte le linguiste Alain Ray. Son utilisation dans le cadre de la délinquance vient du livre La France, Orange Mécanique de l'identitaire et penseur d'extrême droite Laurent Oberton. Il essaie de démontrer l'ensauvagement de la société en présentant plein de faits divers sordides. C'est toujours mieux que plein de faits d'été sordides! Tu sors? Quoi, mais je... Non mais tu dégages. Le terme est ensuite repris par le Rassemblement National, par Gérald Darmanin, Éric Ciotti et d'autres personnes adorables dans le genre. Le truc c'est que certaines sources de Oberton sont au mieux invérifiables. Par exemple, il s'appuie sur des chiffres du militant d'extrême droite, Xavier Roffer. Celui-ci proclame que 70% des crimes de rue seraient commis par des immigrés ou des descendants d'immigrés, ou bien que sur 3000 auteurs de violences urbaines, une cinquantaine seulement auraient un patronyme gaulois. Et sa source à lui, c'est un document de la police qu'il aurait vu avec plein de noms pas français à l'intérieur. Un document bien sûr que seul lui a pu voir et qu'il ne peut montrer à personne. C'est pratique, hein. Il aurait pu dire... Et donc, quelles sont vos sources? C'est ma daronne, frère! Que ça aurait été la même. Et il précise tout de même qu'il n'a pas pu détecter les Antillais avec cette méthode. Mince alors. Mais vous savez que les Antillais sont français? Je connais cette théorie. Et donc, cette population immigrée est-elle réellement sauvage? Eh bien, ce qui est réel, c'est que la proportion de personnes d'origine étrangère détenues en milieu carcéral est relativement élevée. Par exemple, le 1er janvier 2020, 23,2% des personnes détenues étaient d'origine étrangère, alors que la proportion de personnes d'origine étrangère est beaucoup plus basse sur l'ensemble de la population. De plus, 37% des personnes aux origines étrangères mises en cause pour un crime ou un délit en 2019 étaient d'origine maghrébine. Si ça c'est pas la preuve que ce sont des graines de délinquants, je sais pas ce qu'il vous faut. Mais malheureusement, c'est pas si simple. Ouais, je sais, moi aussi ça me fait chier, mais c'est comme ça. En ce qui concerne les violences sexuelles, on entend souvent des discours comme quoi les immigrés seraient la source de la majorité des agressions et des violences faites aux femmes. On a cette image de la jeune femme qui se balade dans la rue et là, bim, elle se fait agresser par des étrangers malveillants. Mais en réalité, 91% des cas de viol ou de tentatives de viol sont perpétrés par une personne connue de la victime. Dans presque la moitié des cas, l'auteur de ces agressions est le conjoint ou l'ex-conjoint. Et pourtant, près de 80% des victimes, ça dépend selon les sources, ne se déplacent pas à la police pour signaler leur agression, car selon les 3/4 d'entre elles, je cite, ça n'aurait servi à rien. Bonjour, j'aimerais porter plainte pour agression sexuelle. Ah ok, tenez, voici le formulaire. D'accord, merci. Alors, prénom, nom, date de l'agression, comment était habillée la victime, faut remplir ça là? Ah évidemment, parce que selon la taille de la jupe, ça peut signifier que vous le vouliez un petit peu au fond de vous quand même. Mais c'est dégueulasse! Madame, je vais vous demander d'arrêter votre hystérie vaginale s'il vous plaît. Mais allez vous faire foutre! Ah bah voilà, maintenant je vais devoir vous sanctionner pour outrage à agent. C'est toujours le même problème avec les bonnes dames, on peut jamais discuter.
Ainsi, même si on a pu observer en effet une hausse des violences sexuelles enregistrées ces dernières années, ça ne signifie pas que le nombre d'agressions sexuelles a augmenté autant. Un facteur déterminant de cette hausse est la libération de la parole des victimes, qui osent de plus en plus signaler leur agresseur, même si, comme on l'a vu, il y en a toujours peu qui osent porter plainte. De plus, on observe que dans l'ensemble des procédures pénales, de l'interpellation jusqu'au jugement, il y a un traitement différent selon l'origine des personnes mises en cause, peu importe le motif. En effet, il a été démontré que les personnes d'origine étrangère sont davantage mises en cause par la police. C'est ce qu'on appelle le délit de faciès. C'est une étude menée par The Open Society Justice Initiative et le CNRS qui l'a prouvé. L'étude confirme que les contrôles d'identité effectués par les policiers français, je cite, se fondent principalement sur l'apparence. Non pas sur ce que les gens font, mais sur ce qu'ils sont ou paraissent être. Selon leur site d'observation, les personnes noires couraient entre 3 et 11 fois plus de risques que les blancs d'être contrôlés. Les personnes typées arabes avaient 7 fois plus de risques d'être contrôlées que les blancs. Eh mais je suis pas raciste, vous savez, moi je ne vois pas les couleurs. Mais le noir et le blanc, c'est pas des couleurs, c'est des contrastes. Vos papiers, s'il vous plaît. De plus, les personnes s'habillant de façon, disons, jeune, hip-hop, punk, Adidas, s'habillant comme des racailles, quoi, constituent 47% des personnes contrôlées, alors que seulement 10% des personnes observées dans le cadre de l'étude s'habillaient comme ça. Je l'avais dit que c'était important, les fringues. L'étude démontre alors que lorsqu'une personne fait partie d'une minorité ethnique et qu'en plus elle s'habille de cette façon, Ah bah alors là, c'est méga combo, c'est la fête. évidemment ces pratiques de contrôle aux faciès sont totalement en contradiction avec la législation française et européenne. Elles participent à l'envenimement des relations entre la population et les forces de l'ordre et diminuent l'efficacité de la police. Aussi bien qu'en 2021, l'État a été mis en demeure pour ces pratiques de contrôle aux faciès, ainsi que pour les violences et les humiliations que subissent les personnes concernées par ce délit. La Cour de cassation avait déjà réprimandé l'État en 2016 pour faute grave pour le même problème. Et bonne nouvelle les enfants, si vous pensez que la police vous a discriminé à cause de votre couleur de peau ou de vos habits, eh ben vous pouvez tout à fait aller porter plainte à la police. Bonjour, j'aimerais porter plainte contre la police. Très bien, alors là, j'ai ici votre plainte. Oh, je l'ai fait tomber. Ah, vous pouvez la ramasser? Non. Ok. Vos papiers, s'il vous plaît. Bref, tout ça pour dire que oui, les immigrés et enfants d'immigrés sont souvent mis en cause pour des crimes et délits. Mais c'est pas forcément pour ça qu'ils sont plus coupables. C'est juste que pour la police, ils ont l'air plus coupables. Et non seulement ils sont plus contrôlés, mais ils sont plus condamnés également. Je veux dire, tant qu'à faire, autant y aller franchement. En effet, les études du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, démontrent que pour crimes ou délits similaires, une personne d'origine étrangère est plus souvent condamnée et plus durement qu'une personne native de France. Et le CEPI, c'est pas n'importe quoi, c'est directement relié au Premier ministre. C'est-à-dire que les gens au gouvernement, ils sont au courant de ces données. C'est vrai, mais on s'en fout. Et donc ça paraît normal qu'il y ait une plus grande proportion de personnes d'origine étrangère mises en cause et ou en prison si on les met plus souvent en cause et si on les met plus souvent en prison pour plus longtemps. Voilà, après est-ce que ça veut dire que tous les immigrés sont des bisounours qui n'ont jamais fait de mal à personne ? Bien sûr que non. On observe sur le territoire une hausse de certains délits, mais également une baisse d'autres. La plupart des personnes mises en cause pour des actes de délinquance sont jeunes. Sur l'ensemble des personnes mises en cause pour ce genre d'acte en 2023, 17% est étrangère. Je dis bien étrangère, pas d'origine étrangère. Et au-delà des actes de délinquance entre guillemets ordinaires, ce qui a marqué les gens récemment, ce sont les actes de violence que j'ai évoqués tout à l'heure suite à la mort de Naël. Pour beaucoup, ces réactions étaient disproportionnées. Après tout, Naël était en tort, il aurait simplement subi les conséquences de ces actes, selon certains. Mais je pense que ce serait se voiler la face de dire que ces événements de révolte étaient une réponse seulement à cet acte en particulier. En réalité, c'était juste une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase des banlieues. Rappelons que seulement quelques jours plus tôt, une histoire similaire s'était produite vers Angoulême, où Aloussem Camara, 19 ans, s'est fait tuer par un policier également. Et pour le coup, Aloussem ne faisait rien de mal à ce moment-là. En fait, des histoires comme ça, il y en a plein. Et c'est l'accumulation de ce genre de
choses qui déclenchent ce genre de révolte. D'autant plus que les jeunes immigrés, les descendants d'immigrés et les descendants des personnes des territoires d'outre-mer sont ceux qui subissent le plus de discrimination, ou en tout cas ceux qui déclarent en avoir le plus subi. Les personnes liées à l'immigration africaine ou les personnes liées au territoire d'outre-mer disent subir entre 3 et 5 fois plus de discrimination que la population non liée à l'immigration. On peut voir que, entre autres, les descendants des immigrés maghrébins subiraient encore plus de discrimination que leurs parents. Des discriminations dont on a déjà parlé plus tôt, d'autres qu'on va étudier plus tard dans la vidéo, et d'autres dont on n'aura même pas le temps de parler. Ces jeunes gens, pour beaucoup d'entre eux, se sentent traités comme des citoyens de seconde zone, et forcés de constater que c'est un peu le cas. Ils cherchent donc de la protection et de la solidarité ailleurs que dans l'État, dans leur quartier, leur famille, leur religion, leur communauté, mais on y reviendra plus tard. Et ce sont des décennies de dissonance entre immigrés, enfants d'immigrés, jeunes en général, et l'État qui expliquent cette colère. Une colère politique. C'est une colère contre une société dans laquelle ils ne se retrouvent pas, dans laquelle ils sont précaires et où ils ont l'impression que leur vie vaut moins que celle des autres. Et lorsqu'on ne fait plus confiance dans le système démocratique de son pays, lorsqu'on ne peut plus croire que les pouvoirs en place ont notre bien à cœur, cette colère se manifeste souvent par des actes de destruction et de violence. Violence qu'on peut condamner si vous voulez, mais qui est la réponse à une autre violence plus insidieuse et quotidienne, mais qui est légale, ou en tout cas qui est perpétrée par des services publics ou des agents de police. Du coup, eux, ça va, ils ont le droit de traiter les gens comme de la merde. La première des violences, disait-il dans les années 60, ce n'est pas celle des plus pauvres. Il y a la violence mère, la violence numéro 1. Ce sont les injustices qui existent partout. Des petits groupes de privilégiés dont la richesse est maintenue sur la misère des millions de concitoyens, maintenus dans une situation sous-humaine. Après, ces injustices qui sont la violence mère, la violence numéro 1, elles attirent, elles appellent la réaction des opprimés. Ça, c'est la violence numéro 2. Après arrive le gouvernement qui se juge dans l'obligation de sauvegarder l'ordre public, la sécurité nationale. Alors, on a ce péril de tomber dans une spirale de violence. C'est violent de voir des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie faire les poubelles. C'est violent de venir sur Paris et de voir des personnes qui dorment à la rue, à côté de personnes qui boivent des coups. C'est violent. L'État français est violent. Leur dire leurs réformes, elles sont violentes. C'est violent. Quand un président prend la parole et dit « j'augmente de 100 € le SMIC », menteur. C'est violent de se faire mentir par son président. Alors à ceux qui disent, qui mettent un point sur la violence des casseurs, qui critiquent la violence des manifestants, eh ben, je leur demande de critiquer également la violence de l'État français. Et quand notre très cher président dit qu'il n'y a rien d'irréparable dans ce qui a été fait aux Gilets jaunes, c'est pas violent. Mes cervicales jamais repousseront. Jamais. La main d'Antoine jamais va repousser. C'est violent. Donc oui, il n'y a que l'État qui a le droit d'être violent. Parce que nous, quand on répond à cette violence, eh ben on va en prison. On risque de perdre nos enfants. Donc ouais, il n'y a que l'État qui a le droit d'être violent. En tout cas, c'est légitime pour eux. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau jeu télévisé. Est-ce que vous condamnez les violences? Nous avons ici notre première candidate. Êtes-vous prête? Oh oui, oui, oui. Eh bien c'est parti. Est-ce que vous condamnez cette violence? Oui. Et celle-ci? Oh, je condamne, oui. Celle-là? Oh non. Bonne réponse. Celle-ci? Ouais. Bien. Et celle-là? Oh, je condamne de fou, ouais. Ah, c'est raté, dommage. Bien que cette personne risque d'être défigurée à jamais, il s'agit d'un manifestant. Il mérite donc ce qui lui arrive. La bonne réponse était non, et je soutiens les forces de l'ordre inconditionnellement, même lorsqu'ils défigurent des innocents. Oh, zut alors. Ne vous inquiétez pas, vous partez tout de même avec un dictionnaire Larousse et une réplique grandeur nature d'un pistolet flashball pour vos enfants. Oh ouais. Si je dis ça, c'est pour expliquer et non pas justifier ou excuser la délinquance, comme pourraient le penser certains dans les commentaires de mes vidéos. Waouh, les vidéos du diable positif, en fait, elles sont trop pour la délinquance, en fait. Ben non, c'est juste que pour régler les problèmes, il faut les comprendre et les expliquer, parce que sinon on s'attaque qu'à des symptômes ou à des chimères, et ça sert à rien. Ouais, bah de toute façon, vous faites trop l'apologie du terrorisme avec vos vidéos, en fait. Fanny. Merci. Ce qu'on observe, c'est que les lieux principaux de délinquance, ce sont les endroits où il y a une forte concentration de personnes et une forte concentration de précarité.
Et en effet, c'est aussi là où se concentre la plupart de la population immigrée, comme on va le voir. Ça signifie que le problème, ce n'est pas nécessairement l'immigration ou les immigrés, mais bien la précarité, et en particulier la précarité des jeunes. J'ai déjà abordé ce sujet dans ma vidéo sur la banlieue il y a quelques années, et même si tous les immigrés ne sont pas en banlieue, ils se concentrent tout de même principalement dans les milieux urbains. En gros, 9 immigrés sur 10 résident dans des grands milieux urbains, dont 40% juste dans l'aire urbaine de Paris. Cela explique l'impression qu'ont certains que l'immigration est plus forte qu'elle ne l'est réellement. Le problème en réalité, c'est qu'elle est mal répartie sur le territoire. Elle est concentrée à des points précis. Qui dit précarité massive, dit terrain propice à l'apparition de délinquance. Et malgré ce que certains peuvent penser, c'est pareil à la campagne. Les milieux ruraux peuvent être très précaires aussi, et oui, c'est un vrai problème sur lequel je me pencherai peut-être un jour, mais il suffit de voir les mobilisations des agriculteurs qui ont lieu en janvier et février 2024 pour voir que là-bas non plus, c'est pas joli niveau précarité. Mais parfois, on entend dire qu'il n'y a pas de délinquance là-bas, mais c'est faux. Un tiers de la population métropolitaine en France habite dans des communes rurales, dans un territoire donc bien plus espacé que dans les villes. Et on y a recensé néanmoins près d'un quart de chaque crime et délit en 2021. Donc oui, il y a moins de cas de délinquance dans les milieux ruraux, mais c'est loin d'être inexistant. Et personnellement, en campagne, j'ai plus peur des chasseurs que des délinquants, mais je vais pas revenir là-dessus. Le mauvais délinquant, il voit une voiture, et ben il la brûle. Alors que le bon délinquant, il voit une voiture, il la brûle, mais c'est un bon délinquant, quoi. Les immigrés, en plus de subir diverses discriminations de la part de certains employeurs, propriétaires et autres organismes gouvernementaux, ont en général un niveau de vie inférieur à celui des Français natifs. En effet, d'après des données de 2018 et 2019, les immigrés ont un niveau de vie médian inférieur de 25% à celui des non-immigrés. Leur taux de pauvreté approche les 19% contre 7% pour les personnes nées en France. En outre, parmi les populations pauvres, 21,3% sont des personnes immigrées et 18,8% des personnes immigrées sont pauvres. Oh pardon, je voulais dire ces personnes sont sobres involontairement bien sûr. Les immigrés sont plus touchés par le chômage. Même les jeunes dont le niveau de diplôme s'approche des personnes nées en France sont plus sujettes au chômage que les autres. En 2017, pour le même niveau de diplôme, 7 immigrés sur 10 avaient un emploi, contre 8 sur 10 pour les Français natifs. D'après l'INSEE, pour 2 personnes à caractéristiques comparables, un immigré récemment arrivé en France a 2 fois plus de chances d'être au chômage qu'un Français natif. La majorité des immigrés ont moins de 51 ans. Ils font donc partie des catégories de personnes les plus touchées par le chômage. De plus, à diplôme équivalent, les immigrés, lorsqu'ils trouvent un emploi, sont en général plus souvent embauchés dans un travail peu qualifié et moins bien rémunéré. Je cite: 35% des actifs en emploi immigrés, diplômés du baccalauréat général ou technologique, occupent un emploi non qualifié contre 20% pour les non-immigrés. Ce qu'on remarque également, c'est que l'origine des immigrés joue énormément sur leur facilité à trouver un emploi. D'après l'INSEE, 68% des immigrés nés en Europe ont un emploi, contre 59% pour les immigrés africains, et les Français d'outre-mer sont encore moins bien garnis. Les descendants d'immigrés, quant à eux, sont 60% à avoir un emploi, contre 70% pour les personnes sans parents immigrés. Évidemment, la précarité n'est pas le monopole des immigrés. On l'a vu, les Français natifs aussi en souffrent, et c'est pour ça que c'est marrant de les voir s'entre-déchirer tout le temps, parce qu'au fond, ils sont pas si différents. Parce qu'en effet, l'un des aspects les plus épineux liés à l'immigration, c'est l'idée d'intégration. Est-ce que tel ou tel groupe d'immigrés est bien intégré à la France? Mais c'est quoi l'intégration? Comment tu définis si quelqu'un est intégré ou non? Bah déjà, est-ce qu'il parle français? D'après l'INSEE, 29% des immigrés entre 18 et 59 ans n'avaient aucune maîtrise de la langue française à leur arrivée sur le territoire. Cependant, 90% des immigrés de la même tranche d'âge ont un bon niveau de compréhension et un bon niveau à l'oral, ce qui signifie que beaucoup d'entre eux ne parlent pas français à leur arrivée, mais que la très grande majorité l'apprennent sans problème plus tard. A noter que les immigrés venant d'Afrique ont un meilleur niveau de maîtrise du français que les immigrés venant d'Asie ou d'Europe. Ça doit être dû à un truc là, je l'ai sur le bout de la langue mais ça veut pas venir. Je suis pas heureux. C'est la colonisation. S'il y a trop de rebeux. C'est la colonisation. On l'arrête. Ah ouais, c'est ça.
En ce qui concerne l'intégration au monde du travail, on en a déjà parlé plus tôt dans la vidéo. Mais si vous voulez aller revoir ce passage, n'hésitez surtout pas, hein. Moi ça me fait plus de temps de visionnage. Vous faites un petit piqûre de rappel, tout le monde est gagnant. Et puis en termes d'intégration, c'est important de voir si les populations immigrées sont bien réparties sur le territoire. Et on a vu tout à l'heure que c'était pas vraiment le cas. Comme on le disait, une grande partie de la population immigrée se trouve en ville, surtout en banlieue. Pour la ministre du Travail, ce manque de mixité s'explique parce que, je cite, les gens ne viennent pas parce qu'ils en ont marre que leur voiture soit cassée, que leur boîte aux lettres soit arrachée et de ne pas pouvoir acheter une tranche de jambon. Eh ben, j'ai fait de la caricature politique mon métier et pourtant je crois qu'aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un plus forte que moi. On peut expliquer en partie cette non-mixité grâce au modèle de ségrégation de Thomas Schelling, un théoricien ayant reçu le prix Nobel d'économie, notamment sur son modèle mathématique de ségrégation raciale présenté dans son article Dynamic Models of Segregation. Ce serait un peu long à expliquer en détail, mais je vous donne ce site qui l'illustre avec des exemples interactifs si vous voulez essayer. Mais en gros, l'idée, c'est que si dans une population, on a plusieurs groupes, et qu'individuellement, chaque personne de ces groupes préfère être soit en mixité, soit avec des gens qui lui ressemblent, et ben ça va créer automatiquement une société de ségrégation. Ce modèle démontre également que dans une société déjà ségrégée, c'est plus difficile de recréer une vraie mixité. Il ne suffirait pas d'être moins intolérant, il faudrait rechercher activement la mixité, démontrant que pour avoir une société réellement mixte, il faut non seulement que les individus le souhaitent, mais il faut également que la collectivité, donc l'État, y travaille. Il a été observé qu'habiter dans une zone ségrégée rend l'accès à l'emploi plus difficile. D'après l'INSEE, je cite, les actifs immigrés ou non résidant au sein d'un quartier où plus d'un habitant sur 4 est immigré ont 2 fois moins de chances d'être en emploi que les autres. Ces difficultés à rentrer dans le monde du travail et donc dans l'acceptation nationale provoquent évidemment un repli sur elle-même des différentes communautés d'immigrés, ce qui crée une autre notion que les politiciens adorent rabâcher, celle du communautarisme. Bonjour, je peux rentrer dans votre club? D'accord, mais tu dois accepter d'être mal payé, mal logé et en général maltraité jusqu'à ce qu'on détermine arbitrairement que t'es assez bien intégré au groupe. Ah ouais, bah la flemme alors, je vais faire mon club avec mes potes. Eh ben on est pas mal là. Oh, regardez comment ils sont communautaristes. Oh là là, c'est sans doute des extrémistes. Pourquoi ils aiment pas la France, hein? Pourquoi? Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on observe les Français à l'étranger, eh ben ils adoptent souvent les mêmes comportements communautaristes qu'ils critiquent pour les immigrés en France. Et sinon, vous voulez qu'on en parle du communautarisme français ? Hein ? Vous croyez pas qu'on vous voit faire, les Français, à Bruxelles ? Vous êtes tous installés dans la même commune. Les exilés fiscaux habitent tous la même avenue. Vous ne respectez pas toujours les traditions du pays. Tous ces Montpelliérains qui forcent les Japonais à leur faire 3 bises pour leur dire bonjour. Mais là-bas, la bise, ça équivaut à écouter du rail à fond dans sa bagnole dans les rues de Béziers. Mais si je résume, dès que les Français passent la frontière, ils font un peu de communautarisme, mais français. Ce que j'appellerais le cocori-communautarisme. Oh, c'est bon ça. Merci Charline Vanhoenacker. Comme les immigrés en France, on retrouve les Français expatriés quasiment exclusivement dans les villes et concentrés dans certains quartiers. Pour être franc, j'ai trouvé d'innombrables témoignages expliquant que les expatriés français n'apprennent pas la langue et ne se mélangent pas bien avec les populations locales. Cependant, à part ça, je n'ai pas trouvé de données solides permettant de mesurer l'intégration des Français à l'étranger. Du coup, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça reste intéressant à noter. Il n'y a pas de mal à faire partie d'une communauté, mais certains argumentent que si des communautés se referment trop sur elles-mêmes, elles peuvent devenir un danger pour l'intégration de leurs membres. Mais on peut se poser la question, jusqu'où doit aller l'intégration? Que doit faire un immigré pour être considéré comme bien intégré? Quelle partie de sa culture d'origine doit-il restreindre ou carrément abandonner? Pour certains, l'intégration à outrance peut en réalité s'assimiler à une désintégration de leur propre culture plutôt qu'à une cohabitation. Ce qui est écrasé par le racisme, c'est des traditions, c'est une identité, c'est une culture, c'est une manière de manger, c'est une manière de fêter les mariages, c'est une manière de vivre en communauté. C'est une identité qui est écrasée historiquement et qui continue de l'être. Là, ce sont des identités qui sont écrasées et qui ont le droit de se revendiquer comme telles pour éviter la dissolution. La désintégration. Ce qui inquiète un certain nombre de personnes, c'est l'idée que les immigrés et la culture des immigrés, comme s'il n'y en avait qu'une seule, seraient en train de remplacer la population et la culture française, comme une sorte de grand remplacement, si vous voulez. C'est pas mal comme nom, ça sonne bien. Ouais, je devrais peut-être le déposer. Tu penses que quelqu'un y a déjà pensé? Non.
En réalité, le grand remplacement est une idée avancée par l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus et soutenue par d'autres figures de l'extrême droite comme Marie Le Pen, Éric Zemmour, Jean Messia, bref, toujours des gens sympathiques. Par exemple, l'économiste Charles Gave a tenté de prouver qu'en 2050, la population musulmane sera majoritaire en France et en Europe. Je vous résume son texte. Il dit que les femmes musulmanes font plus d'enfants que les femmes françaises. Et donc, dans quelques générations, si 10% de la population est musulmane, il y aura plus de musulmans, ou en tout cas de personnes d'origine musulmane, que d'origine française. Si vous avez vu ma vidéo sur les sophismes, vous connaissez la chanson. C'est pas parce que dit comme ça a l'air logique, que c'est forcément vrai. Et puis, comme on l'a déjà vu, il n'y a pas 10% de musulmans en France. Il y a environ 7 à 10% d'immigrés de plusieurs origines différentes. Et moins de la moitié de tout ça vient du Maghreb, même si c'est le bloc le plus important. Et là-dedans, tout le monde n'est pas musulman. En 2022, 48% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique. 32% sont nés en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents sont l'Algérie, 12%, le Maroc 11%, le Portugal 8%, la Tunisie 4%, l'Italie 4%, l'Espagne 3% et la Turquie 3%. Et donc, si on prend les estimations hautes sur les 7 millions d'immigrés en France, on aurait 2 millions de personnes venant du Maghreb. Alors, 2 millions d'immigrés maghrébins sur une population française de 67,7 millions, ça fait 2,95% quand même. C'est terrifiant. T'es terrifié, Gary? Terrorisé. Terrorifié même, ouais. Terrorifié, ouais. En ce qui concerne la proportion de population étrangère, la France est loin d'être le pays le plus chargé. L'Allemagne, l'Espagne, la Suède, l'Italie, la Grèce et bien d'autres ont une proportion d'immigrés et d'étrangers plus importante que la France. Et donc, même si en effet la proportion d'immigrés et d'étrangers grandit en France, ce ne sont pas des vagues gigantesques et incontrôlables, et c'est loin d'être exclusivement des vagues de musulmans assoiffés de sang. Ils sont assoiffés de sang, les musulmans. En vrai, j'en sais rien, faudrait leur demander. Bonjour monsieur, êtes-vous musulman? Oui. Et êtes-vous assoiffé de sang? Non. Ah. Eh ben, on se fait chier du coup. Ah, désolé. Mais beaucoup de personnes ne partagent pas cette impression par rapport au nombre de musulmans en France. En effet, d'après certains sondages, les Français estimeraient que 31% de la population est musulmane. Presque 21,7 millions de musulmans en France, donc c'est pas rien. Mais en réalité, il y aurait entre 4 et 5 millions de personnes musulmanes en France. Ce sont les chiffres avancés par le président de la Fondation de l'Islam en France, ainsi que les études menées par le ministère de l'Intérieur. Ouais, mais ça les arrange au ministère de l'Intérieur de faire croire qu'il y a moins de musulmans. Parce que comme ça, ils peuvent mieux nous grand remplacer. Et se faire grand remplacer, ça aide le ministère de l'Intérieur parce que c'est des cons. Ah oui, bah là c'est sûr, j'ai pas de contre-argument là. Ces chiffres doivent être bien sûr pris avec des pincettes, car il s'agit d'estimations. Ils se basent sur des notions assez floues, car comme on l'a dit plus tôt, on peut venir de culture musulmane sans être musulman, on peut être maghrébin sans être musulman, on peut pratiquer ou non, bref, dans tous les cas, y a pas 22 millions de musulmans en France, faut pas déconner. Pour en revenir aux estimations de Charles Gave, s'il est vrai que le taux de fécondité des femmes immigrées est plus élevé que celui des françaises natives, eh bien les chiffres qu'il nous donne sont faux. Et quand bien même, les descendants des personnes immigrées ont plus ou moins le même nombre de descendants que les Français natifs. Sans compter que la moitié des personnes immigrées se mettent en couple avec des Français ou des Françaises natifs. Et du coup, ce serait plus une sorte de grande dilution qu'un grand remplacement. Mais c'est vrai que grande dilution, ça fait moins flipper. Nous avons aujourd'hui l'essayiste politique Cédric Zeffour sur le plateau pour nous parler de la grande dilution. Allez, monsieur Zeffour, je vous laisse faire votre démonstration. Regardez cette solution de base. Voyez comme elle est blanche et toute belle. Et maintenant, voyons ce qu'il se passe lorsqu'on verse cette solution noire et arabe, cette solution plus sombre à l'intérieur. Le liquide est toujours blanc, mais juste un petit peu moins. Exactement. Eh bien, merci, monsieur Zeffour. Je pense pouvoir dire au nom de tous mes concitoyennes et concitoyens, la France a peur. Bref, niveau population, y a pas à avoir peur de voir la France ou l'Europe devenir le Maghreb. À part peut-être en ce qui concerne les températures, avec le réchauffement climatique et tout ça, mais bon, c'est pas le sujet. Mais c'est ça le plan depuis le début. Renforcer le réchauffement climatique pour préparer le biome adéquat à leur invasion. Biome? Mais on n'est pas dans Minecraft, hein. Mais ce qui effraie encore plus les gens, au-delà de voir leur population remplacée, c'est de voir leur culture remplacée. La culture blanche chrétienne bien française comme on les aime. Vive la France! Vive la saucisse!
Personnellement, j'ai toujours trouvé ça étrange de dire la culture française. Je veux dire, les gens ont pas la même culture en Bretagne, en Corse, à Paris, au Pays Basque. Les pauvres ont pas la même culture que les riches. Les citadins ont pas la même culture que les ruraux. La France, comme tous les autres pays du monde, c'est un mélange de cultures. Ça qui rend ça intéressant, mais bon, passons. On a parlé de religion, mais à part ça, c'est compliqué de définir exactement quel est l'impact d'une autre culture sur la France. Mais on est en train de se faire grand remplacer notre culture, moi je te le dis. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ah bon? Ouais, dis-moi, c'est quoi le dernier film que t'as vu au ciné? Je sais pas, un Marvel. Et la dernière série? Un truc sur Netflix. T'as pris un café avant? Oui, je suis allé au Starbucks et j'ai pris un coca aussi. En écoutant de la musique, j'imagine. Ouais, j'écoutais du rap US sur mon iPhone, tu veux en venir où? Et puis de toute façon, j'ai pas que ça à faire. Dans 5 minutes, j'ai un briefing et ensuite j'ai un exercice de team building. Ah bah t'inquiète. Au fait, j'adore ton t-shirt. Oh bah merci, c'est gros goût de Star Wars. Ouais, je sais. Une dernière chose, tu penses quoi de Khaled? Quoi, t'as besoin d'aide? Non, rien, c'est bon. Par exemple, Éric Zemmour a affirmé devant ses partisans que, je cite, selon l'INSEE, alors que moins de 1% des nouveau-nés avaient un prénom musulman dans les années 60, ils sont aujourd'hui 22%. 22%! Quel pourcentage demain? Imaginez l'ampleur du changement culturel, démographique et humain inédit que nous traversons. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, ça fait flipper! Enfin, ça ferait flipper si c'était la vérité, quoi. L'Institut a démenti directement être la source de ces chiffres. En réalité, il venait d'un site d'extrême droite de F de Souche. F de Souche qui, dans son recensement des prénoms musulmans, explique avoir été contraint d'en créer de toutes pièces. Ouais, c'est pas la même rigueur scientifique, c'est sûr. Il n'y a pas de consensus scientifique à propos des prénoms et de leurs proportions ethno-religieuses. En fait, c'est juste pas possible, parce qu'il y a plusieurs prénoms qui sont partagés entre plusieurs cultures. Selon comment tu classes ces prénoms-là et ces prénoms-là, tu changes totalement les proportions de tel ou tel groupe. Selon Baptiste Coulmont, sociologue et chercheur à l'Institut national d'études démographiques, co-auteur d'une étude sur les prénoms donnés par les immigrés à leurs enfants en France, publiée en 2019, les immigrés en France privilégient pour leurs enfants souvent des prénoms internationaux auxquels tous peuvent s'identifier. On observe que les prénoms deviennent de plus en plus culturellement ambigus au fil des générations. On retrouve notre dilution. Bref, personne ne nie le fait qu'il y a plus d'immigrés d'origine musulmane qu'il y a 70 ans, mais ils ne remplacent pas, ils s'ajoutent, se métissent, vivent leur vie comme tout le monde. Aucun immigré ne t'empêche de nommer ton gamin comme tu veux. Oh, il est mignon, votre bébé. Comment il s'appelle? Oh, merci, il s'appelle Godefroy. Non. Non? Non. Maurice, alors Mieux. Mohamed, il s'appelle Mohamed. Oh, c'est joli comme nom. Et ces idées de remplacement d'une population par une autre indésirable, c'est pas quelque chose de tout nouveau tout beau que Camus ou Zemmour ont inventé. En effet, déjà en 1900, l'un des précurseurs du nationalisme français moderne, Maurice Barrès, répand l'idée selon laquelle, je cite, « l'immigration juive va modifier la substance même du peuple français ». Il évoque dans un article l'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. Tout ça est étudié et expliqué par le politologue Jean-Yves Camus, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Et oui, je sais, Jean-Yves Camus, Renaud Camus, y a plein de Camus, je sais, j'y peux rien, moi, désolé. Et ses écrits et courants de pensée ont inspiré pas mal de gens. Par exemple, le 15 mars 2019, une série d'attaques terroristes d'extrême droite ont frappé 2 mosquées de la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande, faisant 51 morts et 49 blessés. Les terroristes en question étaient motivés par un manifeste portant le nom « Le grand remplacement vers une nouvelle société ». Et oui, moi aussi j'ai déjà entendu ça quelque part, mais je sais plus trop où. La couverture est illustrée d'un soleil noir, symbole néo-nazi. Mais après tout, faut jamais juger un livre par rapport à sa couverture. Ouais, à part celui-là, ouais. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas qu'être critique de la façon dont on gère l'immigration fait de vous un nazi. Il y a de très bonnes raisons d'être critique, sans aller jusqu'à se discriminer et stigmatiser les gens. C'est important, je pense, de voir d'où viennent les courants de pensée, d'où vient le vocabulaire utilisé et où tout ça peut mener. En France, 2 groupes partageant ces idées ont été récemment démantelés. En 2017, l'Organisation des armées sociales voulait, je cite, tuer les rebeux, blacks, racailles, migrants, dealers, djihadistes pour enclencher une remigration basée sur la terreur. Un groupe encore plus important a été démantelé en 2018. L'Action des forces opérationnelles, dont l'un des 2 sites internet était centré sur, je vous laisse deviner, sur le grand remplacement. Et ce qui peut faire un peu flipper, c'est lorsque les membres de la police nationale, du coup les personnes censées protéger les gens, adhèrent à ces idées. Ce pays
méritent une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'ils crèvent, ces chiens. Il reste quelques années avant l'effondrement. De toute façon, la guerre raciale est inévitable. Ça, c'est clair et net. C'est juste une question de temps. Bon bah, sinon ça y est, je viens d'effectuer le paiement pour mon fusil d'assaut. Bref, on peut dormir tranquille. Ce qu'on remarque dans ce manifeste et dans beaucoup de discours d'extrême droite sur ce sujet, c'est qu'ils positionnent les personnes dites blanches comme des victimes qui doivent se défendre d'un envahisseur. Cela devient une question de morale, de défendre ses enfants contre cette menace. Le problème, c'est que même les personnes avançant ces idées de grand remplacement, et donc ces personnes qui sont en partie responsables de ces souffrances, ne peuvent pas prouver son existence. Comme on l'a vu, Charles Gave imagine des chiffres qui n'existent pas. Zemmour ment sur ses sources et invente des statistiques. Et Renaud Camus lui-même explique que, je cite, « Le grand remplacement ne relève en aucune façon de la preuve ou encore moins des chiffres. Pour démontrer l'existence du grand remplacement, il appelle plutôt les gens à, je cite, à en croire leurs yeux. » Eh ben j'ouvre grand et c'est vraiment de la merde comme argument. Parce que comme le disait un personnage insupportable dans une vidéo que je me rappelle bizarrement pas d'avoir uploadé... Votre expérience personnelle sur la question est tout à fait valide. Mais est-elle représentative? Est-ce que votre seule expérience personnelle peut résumer toute la réalité de la question et vous permettre de vous faire une opinion éclairée et consciente? Si oui, eh ben, c'est grave stylé. C'est l'instrumentalisation de la peur et de l'ignorance qui pousse à la haine et à des actes irréversibles. Et ça me fait tout chaud dans mon petit cœur tout sombre là. Bien sûr, des personnes d'origine étrangère ont également perpétré des actes odieux. Mais les personnes d'origine étrangère ne sont pas responsables des horreurs commises par d'autres personnes d'origine étrangère. Tout comme vous, en tant que Français natifs, n'êtes pas responsables des actes odieux, des meurtres et fusillades racistes perpétrés par d'autres Français au nom d'un grand remplacement imaginaire. Par contre, il y a eu des exemples de grands remplacements dans l'histoire, c'est vrai. Regardez par exemple les Amériques, c'est des continents entiers qu'on a grand remplacés. Pareil pour l'Australie, et là pour le coup, c'était pas en foutant des steaks halal dans des épiceries. Et je vous le dis, ils sont en train de nous grand remplacer les Européens. Oh là là, tout de suite. Non mais je vous jure, ils sont littéralement en train de construire des puits de pétrole sur le cimetière de nos ancêtres en tuant tout le monde. Ah mais qu'est-ce qu'il est C'est pour ça que je relou, lui. déteste les repas de famille, il y a toujours des dingueries qui sortent. Ah laissez tomber. Et donc ce qu'on remarque lorsqu'on fait le bilan de tout ce qu'on a vu, ce qui pose problème aux gens en réalité, c'est pas l'immigration, c'est l'image qu'ils ont de l'immigration. On leur vend une immigration massive, illettrée, coûteuse, délinquante, et avant tout, africaine. Et ça fait flipper. Bouh. Cependant, on l'a vu, la réalité est plus complexe. Il faut arrêter de voir ces gens systématiquement comme des victimes ou des fléaux, faire l'un stigmatise presque autant que l'autre. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que comme toutes les vidéos qui parlent de ce genre de trucs, c'est sûr que ça va faire réagir et je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires. Mais j'adore m'en prendre plein la gueule, alors c'est cool. Vous êtes un sacré coquin au fond, patron. Calme-toi, Gary. Et puis c'est aussi parce qu'on a eu pas mal de rebondissements par rapport au projet de loi immigration de Macron et Darmanin. Et tu vas la prendre dans la gueule et non tu la prends pas. Et tu vas la prendre dans la gueule et non tu la prends pas. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Ok. Au final, cette loi a été pas mal charcutée par le Conseil constitutionnel. Mais le projet à la base, c'était tout de même de rendre la vie plus compliquée aux étrangers et de rendre la nationalité française plus difficile à obtenir. On peut noter que l'opinion publique, comme on l'a vu plus tôt, est plutôt en faveur d'un durcissement des politiques d'immigration. Pourtant, ce qu'on remarque, c'est que les régions où les personnes votent le plus à l'extrême droite, donc le plus contre l'immigration, ce sont les zones où il y a le moins d'immigrés. On pourrait croire que l'inverse serait plus logique. Les personnes vivant dans les zones avec beaucoup d'immigrés verraient tous les problèmes que cause l'immigration et voteraient donc contre, alors que les personnes plus loin croiseraient pas d'immigrés et du coup en auraient rien à foutre. Mais c'est pas ce qu'on observe. Après, vous pourrez me dire, c'est normal que les zones où il y a des immigrés votent pas contre l'immigration, vu que les immigrés votent aussi. Et c'est vrai, mais c'est pas aussi simple. Parce que les gens qui vous écoutent, ils vont se dire, bah oui, mais s'il y a 30% d'immigrés, bah c'est parce que ces gens-là, ils votent aussi. Donc du coup, c'est normal qu'ils votent pas extrême droite. Non, parce que votre argument est juste, mais je l'ai souvent rencontré. Mais d'abord, sur les 30% d'immigrés, vous remarquerez que, comme je l'ai dit, 37% seulement sont français. Donc 37%, le 30%, vous tombez déjà à 10%. Bon, bah, les 10%, peut-être, c'est d'ailleurs pas du tout sûr. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Ils votent plutôt un peu plus à gauche que les autres. Mais il y en a aussi, vous savez qu'il y a des milieux immigrés, notamment des milieux assez proches des musulmans, qui sont assez à droite. Certains immigrés eux-mêmes sont pour un durcissement de la politique migratoire. Ouais, j'ai immigré, mais j'ai pas envie que eux ils immigrent. Ah pourquoi? Parce que moi j'ai galéré, j'ai mérité mon immigration. Et ben nous aussi on galère. Ouais, mais moi j'ai galéré avant. Ah ouais, logique.
En ce qui concerne les zones où l'on vote beaucoup à droite alors qu'il y a peu d'émigrés, l'une des explications possibles qu'on a déjà mentionnées est celle de la médiatisation de l'immigration et des banlieues. Toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle polémique à la télé ou dans les journaux liés à l'immigration. Le burkini, le jambon, la bouffe halal, le voile, la manière dont les gens parlent, la drogue, l'insécurité. Je dis pas qu'on devrait pas parler de ces sujets, mais ça revient tout le temps. On pourrait croire qu'il se passe d'autres trucs dans un pays aussi grand, mais non. Ouais, sans rire, l'année dernière, j'ai allumé la télé pour la première fois depuis 10 ans, et l'heure que j'ai vue, c'était seulement drogue, pub, police, pub, drogue, police, pub, pub. Sarkozy qui vend son bouquin et qui dit que s'il était encore président, l'Ukraine serait déjà sauvée. Pub, pub, police, police. Et donc, tu noterais combien l'expérience? Un bon 7 sur 10. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est ok. Cette obsession des médias pour les problèmes liés à l'immigration ne se retrouve étonnamment pas dans l'attention qu'ils prêtent à représenter la réalité des banlieues. En effet, d'après l'Arcom, le temps consacré aux banlieues ne représente que 3% du temps d'antenne, et ce temps n'est consacré qu'à parler des quartiers populaires uniquement quand ils brûlent, selon la directrice du Bondi Blog, un média cherchant à donner la parole aux habitants des banlieues. De plus, la représentation des personnes non blanches dans les médias français reste minime et plutôt négative. Dans les médias, en 2021, sur toutes les personnes qui passent à la télé, à la radio et autres, il n'y a que 15% de personnes perçues comme non blanches, une proportion encore moindre sur les chaînes d'information en continu. La présence des personnes issues de banlieue n'est que de 4% sur l'ensemble des médias. Et lorsqu'on voit une personne non blanche dans un média en France, elle a plus de chances d'avoir une connotation négative. Je cite: la représentation qualitative des personnes vues comme non blanches demeure inégale, avec des rôles d'importance mais à connotation négative. Elles sont surreprésentées dans les rôles à connotation négative et sont sous-représentées dans les rôles à connotation positive. Par ailleurs, les personnes perçues comme non blanches sont encore surreprésentées dans les activités marginales ou illégales. Et évidemment, lorsqu'on s'acharne à descendre une catégorie de population dans tous les médias sans lui donner l'espace pour être représentée de manière plus juste, ça déforme les opinions des masses. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a observé que, je cite, fin 2022, 60% des Français interrogés sont ainsi d'accord avec le préjugé qui veut que de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale, et 42% avec l'idée que l'immigration est la principale cause de l'insécurité. L'étude du CEPI, dont je vous parlais tout à l'heure, au-delà de démontrer les différences de traitement judiciaire entre Français natifs et immigrés, a également fait des recherches sur l'effet que les médias ont sur l'opinion publique au sujet de l'immigration et de la délinquance. L'étude démontre que si l'opinion publique a particulièrement peur des immigrés, ce n'est pas à cause de la réalité de la délinquance, mais à cause de sa médiatisation. D'après plusieurs sondages publiés fin mai, 2/3 des interrogés environ estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Ce qui pose une question. D'où leur vient cette perception? Eh bien, les chercheurs du CEPI mentionnent une expérience allemande qui pourrait l'expliquer. Une expérience particulièrement éloquente. En 2016, le Sächsische Zeitung, un journal distribué dans la région de la Saxe, a pris une décision drastique. Les journalistes ont commencé à indiquer systématiquement l'origine des auteurs d'infractions mentionnés dans leurs articles. Pas seulement quand ces auteurs étaient étrangers, mais aussi quand ils étaient allemands. Résultat, dans cette région, en quelques années, l'inquiétude à l'égard de l'immigration a diminué notablement. Et ce résultat n'est pas isolé. D'autres recherches, en Suisse notamment, convergent dans la même direction. Ce qui crée la peur au sein de la population, d'après cette étude, ce n'est pas la surreprésentation de la délinquance parmi les étrangers. Ce qui crée la peur, c'est le surinvestissement dont cette question fait l'objet de la part de certains médias et de la part de certains responsables politiques. Et force est de constater que, pour l'instant, cette stratégie est couronnée de succès. C'est donc avant tout l'image de l'immigration qui fait peur aux gens, plutôt que l'immigration en elle-même. Bonjour monsieur, vous avez été victime d'une agression, n'est-ce pas? Ah ouais, tout à fait, ouais. Et quelle était l'origine de votre agresseur? Oh, je sais pas, il avait un accent bordelais. Et il était tout seul? Non, il y avait un gars avec. Et quelle origine? Oh, je sais pas, il était grand, des taches de rousseur. Ok, on s'en fout. Et ils sont partis comment? Dans un taxi ou un Uber. Et quelle origine le chauffeur? Oh, je sais pas, il avait une tête de rebeu. Un terroriste, je le savais! Rien que la représentation sur les cartes de l'immigration est biaisée. C'est souvent représenté comme des grosses flèches qui pointent vers la France de façon menaçante comme ça, comme si c'était des armées ou le nuage de Tchernobyl. Si c'était le nuage de Tchernobyl, suffirait d'un panneau stop pour l'arrêter. Et c'est bien pratique d'avoir cet ennemi commun, cette masse informe qu'est l'immigration, dans laquelle on peut fourrer toutes les causes de tous nos problèmes.
Alors que d'autres sujets qui concernent la plupart des gens, voire plus que l'immigration, sont passés sous silence ou en tout cas moins mis en avant. C'est pourquoi dans la première partie, j'ai parlé des coûts des aides inutiles données aux entreprises et des chiffres colossaux des fraudes fiscales. On a l'impression que tous ces chiffres sont très loin de nous, que tout ça ne nous concerne pas. Alors qu'en réalité, l'état pitoyable de l'éducation nationale, des hôpitaux, des transports, des loyers, de l'inflation et de toutes ces autres choses-là, c'est d'abord la faute de ces chiffres faramineux, de ces vols organisés en haute sphère, de politiques menées par des personnes qui n'ont jamais vécu comme des citoyens moyens. Toutes ces choses-là ont des effets concrets et directs sur votre vie, sur celle de toutes les personnes que vous connaissez de près ou de loin, et même sur les personnes que vous ne rencontrerez jamais. Tout ça pour dire que c'est pas forcément la faute de Mouloud si tes médicaments ne sont plus remboursés par la Sécu ou si ton boulot a été délocalisé. Bonjour, est-ce que vous êtes immigré? Ouais. Et vous avez pas honte de tout ça là? De quoi? Bah de tout ça là, de tout? Non. Vous me dégoûtez. Et parler d'immigration en boucle, ça permet de parler de ça et pas d'autre chose. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Eh oh, au boulot! Oh oui, pardon. Coucou, c'est moi, le bouc émissaire. Vous pouvez diriger la peur de la population sur moi, me surreprésenter dans les médias afin de créer un agenda politique et un ennemi qui permet de justifier des mesures et des discours sécuritaires. Si vous appelez aujourd'hui, vous aurez 50% de remise sur la prochaine polémique islamophobe. Alors n'attendez plus, la vie est tellement plus simple avec un bouc émissaire. Commence à être trop vieux pour ces conneries. Et cette inquiétude par rapport à l'arrivée d'autres cultures et peuples est pas limitée à la France. C'est le cas de beaucoup d'autres pays occidentaux. On remarque aujourd'hui une montée de la droite et de l'extrême droite sur tout le continent européen. Well, I'll be absolutely honest. I would not like a trenchant Islamic family moving in next to me. What do they do, these imaginary neighbours, that makes them undesirable? Well, they're imaginal. So how they're, you know, as you said, they're imaginary. So how can I really state exactly? Ce mec c'est quoi? Ce mec c'est quoi? Ce mec c'est un putain de génie. Être inquiet pour son avenir dans un monde aussi incertain que le vôtre, ça se comprend totalement. Moi aussi je serais flippé à votre place. Mais cette inquiétude peut devenir de la haine très vite si on fait pas gaffe. Ce qu'on remarque avec les discours contre l'immigration, c'est qu'ils sont souvent faits pour exacerber des émotions. La peur, l'angoisse, ils vont voler votre travail, ils viennent violer vos filles, c'est une véritable invasion. Et lorsque quelqu'un préfère vous convaincre grâce à la peur, à des émotions fortes ou à des slogans simplistes, c'est que cette personne n'est peut-être pas tout à fait honnête avec vous. Mais d'un côté je comprends, expliquer des trucs pendant très longtemps, c'est ultra chiant, je sais de quoi je parle. Et voilà, après beaucoup de chiffres, de blabla et sans doute de commentaires très énervés sous la vidéo, on peut arriver à cette conclusion. L'immigration en France est conséquente, mais pas envahissante. Elle est de plus en plus éduquée, elle ne coûte rien, voire elle rapporte. Son image est déformée par les médias et les politiques xénophobes qui en profitent pour pointer des doigts accusateurs vers des symptômes plutôt que vers des problèmes. Des problèmes qui existent, avec des réelles difficultés, mais qui ne se régleront pas par la stigmatisation, la précarisation et la ségrégation. Je pense qu'à droite comme à gauche, personne n'est content de comment on gère l'immigration, car en effet... Oula, j'ai mal. Mais du coup, c'est à voir comment on décide de régler ces problèmes à l'avenir. Est-ce qu'on fait de manière humaine, ou est-ce qu'on décide de pourrir la vie de gens qui cherchent juste à s'en sortir dans la life? Eh ben, je pense que vous savez déjà où je me situe. Laissez-moi deviner, il faut les pourrir ces connards étrangers voleurs d'emploi, ils sont moches et en plus ils sentent pas bon. C'est dingue, Gary, on dirait que tu lis dans mes pensées. Ouais, ou alors j'ai lu le script de la vidéo avant. Ah, c'est possible ça aussi, ouais. Mais pour comprendre ces problèmes, il faut pouvoir prendre du recul, voir ce qui est systémique et pas du cas par cas. En effet, la gestion de l'immigration est un exercice délicat. Je ne nie pas l'existence de zones difficiles. Je ne sous-estime pas les souffrances causées par une mauvaise gestion de l'immigration. Le vivre ensemble peut être difficile dans certaines conditions de précarité. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas plutôt se pencher sur les réelles sources de ces précarités et celles des inégalités, plutôt que de toujours taper sur les mêmes personnes, c'est-à-dire les pauvres. Et ben moi je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vachement plus facile et vachement plus marrant de taper sur les pauvres. Démonstration. Aïe. Et voilà. Mais parfois, lorsqu'on se rend compte qu'on a été mal informé pendant longtemps et qu'on fait l'effort de voir les choses autrement, il peut se passer de belles choses. Et ça me dégoûte. I'm a white guy from a rural area. I was quite a racist person. I was a paper boy, and every single day I would read the papers as I was going around,
and every single day you'd hear negative things in the newspapers about young black kids specifically, and Muslims, and it turned me into this horrible person. When I went to school, we never went to a mosque, we never went to a synagogue. We never had the opportunity to visit people of different colours or people of different faiths. There was one black person in my entire school, and he was a teacher. When I almost got involved in, the BNP movement. I went to, a very underfunded school. Yeah. I got bad grades, and I had zero self-worth, absolutely zero. Yeah. And then this group of people said to me, "Don't worry that that you aren't good in your education. Don't worry that you have low self-esteem. You are inherently better. You are an inherently better person purely because of your nationality and because of your skin color." Yeah. And that, to a lot of young, especially rural, but not, specifically young white kids, is a huge lure. What people need, and I think it's so important to understand, is that if you haven't been given the opportunity to integrate, if you haven't been given this education that, a lot of my London friends had. Absolutely. How are you to know? I really implore people to, rather than shout racist, rather than shout idiot, rather than shout stupid or bigot, to try and realise that, if you are someone who has the privilege of being educated, you have Be aware the of it. duty. You have. I do feel you have the duty to educate other people, and educate other people with one empathy and caveat. kindness. Charlie, what a lovely call. I'm so grateful to you. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode interminable sur l'immigration, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures, toujours plus nombreux et nombreuses à immigrer sur la chaîne, et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Catch myself out thinking of you, and when you're next around, you are uninvited, but now you're here. Would you stay? 'Cause I need you around. You broke inside my mind, and you wrote your name on all the walls inside. Oh, salut Gary. Eh ben, t'es pas censé travailler? Si. Ah ok. Je peux jouer avec toi? Et bien sûr, viens donc. Mais fais gaffe, si le patron te voit, il va être très très en colère. Il a une dent contre les anges en ce moment. Oh, ça doit pas être facile pour toi alors, hein? Bah pourquoi? Ben, vu que t'es à moitié ange et tout. Quoi? Du coup, c'est quoi les touches?